Est-ce que vous aussi, vous êtes complètement accro aux images? Ouais, ouais, bah, je crois, ouais, comme beaucoup de gens. Moi, je suis très visuel à la base, donc que ce soit la photo, l'image en mouvement, la peinture, c'est sûr que c'est un truc qui me. Le dessin, je crois que j'ai aussi une bonne mémoire visuelle. Ouais. Le reste, je suis un peu nul. Donc, Et c'est quoi votre consommation d'images dans une journée? dans une journée, ça va aller évidemment de beaucoup d'infos, Ouais. en fait, de plus en plus de podcasts, donc finalement de moins en moins d'images. Euh, Ça va être des images écrites, si je peux bouquiner. Puis ça va être des réseaux sociaux, comme tout le monde, malheureusement. Beaucoup de SMS. Je vois beaucoup de choses comme ça maintenant entre mes mains, qui prennent trop de place même. Et puis, Mais c'est un problème, ça, quand on est un réalisateur, que l'image prenne trop de place. Parce qu'on a besoin de trouver non, l'image non, je veux dire parfaite. l'image écrite, l'image que tu Ouais. as dans la main, comme ça, là, le texto, les réseaux sociaux, c'est vrai que moi, j'ai même pris l'habitude de travailler sur mon téléphone, donc j'ai souvent des mails auxquels il faut que je réponde, comme tout le monde, mais aussi des trucs à visionner des fois sur un tout petit écran, à valider à distance en 2 secondes. Malheureusement, mes images se sont contractées dans cette télécommande des vies de chacun aujourd'hui. Et bon, voilà, mais je consomme de l'image évidemment au cinéma aussi, évidemment en plateforme, en série. Je regarde pas trop la télé. Ouais. Et j'ai jamais trop regardé la télé, sauf gamin où j'ai subi, parce que j'étais dans une famille, et je suis d'une génération où les gens regardaient beaucoup la télé. Et dès que j'ai vécu seul, en fait, j'ai banni la télé de chez moi. Et c'est vrai que je regarde pas la télé. J'ai l'impression, paradoxalement, bizarrement, de perdre du temps quand je regarde un programme qui m'est imposé à la télévision. Voilà, je suis plutôt allé chercher mes programmes, mes films. Mais ouais, je consomme de l'image, ouais, beaucoup. Bonsoir, Jalil Lesper. Merci de passer la soirée avec nous. Merci à vous, Thibaut. Ouais, vous Je allez sais pas finir par si me on se vous tutoyer. voit, Bon, tutoie, du coup. on est au Forum des images. C'est pour ça que je Ouais, vous parlais des images. C'est marrant cet endroit-là. ouais, c'est hyper beau déjà. C'est alors, il y a des films, des festivals, il y a des expos, et puis il y a une école en fait ici. C'est ce que j'ai appris, Ouais, ouais. ouais. Mais est-ce que le cinéma, quand on voit toutes ces images, il va mourir? Il va mourir le cinéma. Pourquoi il mourrait le Mais cinéma? parce que le scénario de la vraie vie est tellement dingue en ce moment. Qu'est-ce que fera le cinéma de mieux? On consomme des images en 30 secondes sur TikTok ou Instagram, alors que le cinéma, c'est le temps long. On consomme les images à la verticale, alors que le cinéma est à l'horizontale. Enfin, le cinéma est complètement à part dans cette époque. Bah moi, je dois dire que j'ai eu un moment où je consommais énormément de séries, par exemple. Ouais. Et en plus, j'ai eu l'opportunité de travailler assez tôt, du moins en France, sur des séries, les premières séries Canal qu'on disait un peu différentes. Ouais. Ah, c'est Comme vachement bien les acteur, séries et Canal. voilà. Toujours d'ailleurs, mais elles ont un ton. Ouais. En tout cas, elles avaient un ton plus moderne. Ouais. Et puis, c'était un peu le début des séries. Je me rappelle, comme acteur, j'avais fait une série qui s'appelait Pigalle la nuit, qui était une super série. Et à l'époque, les gens me disaient, mais t'es fou d'y aller. Et moi, à l'époque, je regardais déjà The Wire. J'ai dit, Ouais. mec, La la série série, américaine, c'est où c'est à même Philadelphie, pas non? demain. Ouais, Ouais, ouais. c'est même pas demain. C'est déjà là. Et il faut s'y mettre. C'est génial Ah, comme parce que format. les gens disaient la Les série, gens du cinéma, c'est ouais. comme la télé, quoi. Ouais, c'est ça, C'est le voilà. téléfilm, Il y avait quoi. encore un truc Ouais. comme ça, vachement un peu snob, quoi. Et donc j'ai vraiment, moi j'ai pas de snobisme, j'aime plein de choses parce qu'elles sont justement différentes. Mais j'ai trouvé que à un moment, évidemment, dans tous les dîners, on parlait plus de séries, Ouais. beaucoup plus Oui, que de c'est pas quel cinéma est et le de films. dernier film que tu as vu, c'est la Voilà, dernière c'était la série. dernière Ouais. série, etc. Et j'ai l'impression que la tendance
non pas, je vais pas dire que ça s'inverse, mais que ça se rééquilibre déjà depuis quelque temps, où j'entends à nouveau les gens ont de l'appétit, qu'en fait, finalement, pour ne serait-ce que l'expérience de cinéma. Et c'est une grande différence déjà de la démarche du cinéma, et Ouais. c'est ce qui fait que ça reste quand même, c'est à mon sens, c'est que c'est une expérience, au même titre que le théâtre. Oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup de. Maintenant, dans n'importe quelle expo, c'est des expos immersives. Mais le cinéma est une immersion par rapport à la bah, c'est un série où on est choix. chez Enfin, soi devant ça. Oui, tu mais te on va se mettre souviens dans le noir, on va se tu te mettre. souviens généralement d'un film que tu as été voir parce que tu y as été, tu as fait la démarche d'y aller, de payer Oui, ton ticket, tu t'es fait un dîner, tu as peut-être été avec quelqu'un, tu as vécu une expérience collective. Enfin, c'est pas du tout la même démarche et du coup, ça reste. Et j'ai l'impression, et pour le coup, et je dénigre pas du tout, pour avoir fait pareil, de la série et comme acteur, comme réalisateur, où, si tu veux, quand ça passe sur une plateforme, bah, c'est super, mais il n'y a pas ce truc intemporel forcément hmm. qu'a le cinéma. À mon sens, le cinéma, il y a quand même quelque chose qui reste. Bon, alors, je vous disais, un peu par provoque, que le cinéma allait mourir. Oui, ben, j'ai bien Bon, compris que c'était de la provoque. si le cinéma ne veut pas mourir, Ouais. euh, est-ce qu'il doit s'adapter à la société actuelle Mm. et rentrer dans un nouveau code plus court, avec plus d'images artificielles, ou au contraire être très traditionnel? Ça, c'est une question. Quand c'est une question existentielle, on fait un choix. Est-ce qu'on reste ancré sur nos traditions pour justement se démarquer, ou est-ce qu'on rentre dans le moule? Bah, je crois que déjà, le cinéma, il a des formes multiples. Euh, et que, au-delà même du regard de chaque réalisateur, Ouais. réalisatrice qui apporte sa vision du monde, etc., il y a aussi des genres de films différents, des cultures différentes. Donc, il est tellement multiple qu'en fait, c'est un support comme un autre, comme la peinture, comme la littérature. Donc, certains vont s'adapter, d'autres ont envie de quelque chose de plus traditionnel. Qu'est-ce que ça ou reviennent à quelque chose de traditionnel, Vous ça faites devient quoi? cool. Vous, par exemple. Bah, par exemple, tu vois, tourner en pellicule, c'est devenu hyper cool. Alors que Ah ouais? quand on était On passé retourne plus au numérique. on tourne beaucoup en numérique, mais par exemple, il y a des gens qui ont une appétence depuis quelques années pour tourner en pellicule, et je comprends bien parce que c'est vachement agréable. Que moi, par exemple, j'ai commencé comme réalisateur à tourner par exemple en pellicule. J'ai fait Super 16, 35. Ouais. Il y avait des trucs super, mais il y avait aussi d'un seul coup le numérique. Moi, m'a permis de faire plein de prises, par exemple, avec les acteurs, De faire, refaire. Ouais. d'avoir un plateau beaucoup plus libre. J'étais content d'avoir cette liberté. Et d'un seul coup, ben, quand j'ai commencé, par exemple, à coproduire et à produire, par exemple, coproduire le film, par exemple, de Charlotte Lebon, elle voulait tourner en numérique, c'était son Ouais. premier, en pellicule. C'était son premier film. Et elle avait envie de ce grain pellicule, du film, etc. Et ce qui est génial. Donc c'est des cycles, tant que les gens s'approprient finalement le cinéma pour en faire une œuvre à chaque fois différente, le cinéma sera toujours vivant, évidemment. Mais quand vous avez fait votre premier film il y a une vingtaine d'années, est-ce Ouais. qu'aujourd'hui, quand vous allez vendre un film à un réalisateur, Ouais. à un producteur, pardon, vous allez le vendre de la même manière, et est-ce que le producteur attend la même chose, où il y a de nouveaux carcans, de nouveaux codes, de Non, nouvelles je crois que manières de distribuer, ou non, en fait, un bah si, producteur. enfin déjà moi quand je fais mon premier film il y a de nombreuses années, puisqu'on parlait là du support de la Ouais, caméra et ouais. de la technique, moi si j'ai pu faire mon premier court métrage, c'est ça mon premier film, Mm. j'ai pu le faire parce que d'un seul coup on a réduit les caméras et que le numérique est arrivé. Parce que d'un seul coup, j'ai vu des mecs comme Lars von Trier ou des films comme Festen exister avec ce qu'on appelait le dogme. C'est-à-dire d'un seul coup, bah, on avait des caméras réduites, des logiciels sur lesquels on pouvait monter un film rapidement, enfin plus facilement qu'avant. Et d'un seul coup, tout était possible. Donc on est sorti avec nos trucs et puis on a fait un truc à l'arrache en fait. Euh, Bah, de la même manière, aujourd'hui, moi, je sais pas, quand un jeune vient me demander je voudrais faire un film, etc., je dis mais prends ton téléphone et tu peux faire un film aujourd'hui. Vous Et pourriez le faire, d'ailleurs, ça, et vous? d'ailleurs, c'est Il y a Lelouch qui le fait, d'ailleurs, des fois. ouais, Besson qui l'a fait. Ouais, ouais. Mais cela dit, et je suis vraiment nul sur tout ce qui est youtubeur, etc. Mais je pense que les choses se passent aussi là-bas. Il faut l'accepter, c'est génial. Ouais. C'est pareil pour nous Donc, à la télé. Hein. voilà, tu Nous, vois. on est diffusé aussi sur YouTube. Bah, Ouais. moi, je trouve ça super que. Et je pense que le cinéma
évolue évidemment avec son temps. Et puis surtout, ce qui est super, c'est de se dire que tu as des gens les nouvelles générations qui poussent, qui s'approprient les médiums et qui en font ce qu'ils veulent. C'est ça qui est cool, quoi. Sinon, oui, il serait mort. On va voir une salle. Ouais, avec plaisir. Mais à ce qui paraît, certains aujourd'hui regardent les films en accéléré. Parce que maintenant, c'est possible Ouais, de ça, faire. je trouve ça un peu hardcore. Ouais. C'est vrai que j'ai entendu ça. Ouais, tu as une fonction pour regarder en accéléré. Ouais. Je t'en prie. Merci beaucoup. Ouais, en 1,5. Alors, je suis pas sûr qu'on saisisse tout ce qui se dit. Avec un acteur qui a un peu un débit, c'est peut-être difficile à comprendre, quoi. Ouais, c'est un peu terrible. Genre, moi, je l'ai jamais testé, mais c'est peut-être la prochaine fois que vous faites un film, vous le regardez une fois à vitesse réelle et une fois à vitesse accélérée. Peut-être que horrible. Peut-être que ça permet de voir s'il y a des blocages dans le film, des choses comme ça. Non, mais sur les temps de concentration, c'est sûr qu'on peut s'interroger sur les nouvelles générations et puis même sur nous, à force en effet de regarder des choses très courtes. Où je te dis, par exemple, même la série, à un moment donné, moi j'ai l'impression que les gens te disaient un film d'une heure 40, 30, je m'ennuie, je décroche. D'autres, d'un seul coup, font des films de 3h30, d'un seul coup, parce qu'il faut qu'au cinéma, d'un seul coup, soit hyper long. Donc c'est cool quand même, une salle de cinéma. Ouais. Vous mettez où, vous, quand vous allez au ciné? Moi, j'aime bien être prêt. La salle est vide, vous choisissez? Ouais, par ici. Ah, centré? Ouais, centré. Ah oui, centré. Ouais. Ah ouais? Centré déjà dans le rang, je veux dire. Ouais. Et après, je suis plutôt devant. Je reste quand même. J'aime bien être devant, mais pas ici non plus parce que là, ça me fait un peu mal au cou. Et puis moi, j'aime bien que le film me tombe un peu dessus. Et puis j'aime bien être sur le côté. Ah, t'aimes bien? Ah ouais, sur le côté. Parce qu'il faut que j'étende mes jambes. Ouais, je comprends. Mais ça va, là, il y a. Ouais, là, là, regarde, tu peux faire comme place. ça. Là, c'est vrai qu'il y a de la place. Ouais. Bon, alors, vous sortez un documentaire. Ouais. Sur le Dakar. Ouais. Pourquoi le Dakar? Vous n'attendez pas à un documentaire sur le Dakar au mois de juin? Ouais, bah moi non plus. D'ailleurs, il devait sortir au mois de novembre. Ouais. Et pourquoi un documentaire sur le Dakar? Bah, moi, j'adore le sport. Ouais. J'adore ces gens qui arrivent à se transcender à travers un combat physique, quelque chose qui est pas intellectualisé tellement en fait. Et je trouve qu'il y a évidemment des similitudes énormes entre la compétition sportive de manière générale et la vie. Et puis j'avais envie de faire un film sur le sport, mais faire un film de fiction sur le sport, c'était très compliqué. C'est généralement en France, du moins. C'est vrai qu'il n'y a pas de grands films en France, ça n'a pas beaucoup. Hein. Bah, en tout cas, c'est difficile de faire un film qui marche parce que moi, ma théorie, c'est que souvent, quand on fait un film, et je l'ai fait comme comédien, c'est quand tu fais un film où il y a du sport dedans, c'est très difficile à le pitcher, entre guillemets. Donc, c'est un film sur le sport, mais c'est pas que un film sur le sport, ça parle aussi. Et donc là, tu perds les gens, quoi, déjà. Ouais. Et c'est vrai que quand tu as beaucoup de films chaque semaine qui sortent. Mais c'est vrai que les Américains savent faire ça assez bien. Ouais, ils ont des moyens. Là, il y a F1 là, en ce moment. Ouais. Mais même, il y a le mythique L'Enfer du Dimanche sur le foot américain. Ouais. Mais en France, j'en vois pas trop. Il y a eu Coup de tête de Claude Miller. Oui, c'est vrai. Non, mais il y a des avec films. Avec Patrick Devers. Mais c'est assez rare, en fait. Ouais. Et puis moi, ce que j'aime dans le sport, c'est la notion, entre guillemets, de direct. C'est-à-dire que les mecs, ils refont pas à la prise, comme au cinéma. Ouais. Donc, c'est comme un match de foot. Tu vois, c'est pas... En replay, quand tu connais le score final, tu vois, oui. C'est à moins d'être vraiment, d'avoir envie de voir comment le mec a fait. Oui, c'est-à-dire que moi, je peux regarder à nouveau France 98 ou la finale de l'Euro 2000, mais pas 50 matchs. Tu n'as pas l'émotion du direct, quoi. Non. Donc le documentaire s'imposait, quoi. Ouais. Et pourquoi le Dakar? Parce que justement, moi, j'avais envie d'amener, entre guillemets, j'avais fait déjà une série documentaire, mais plus classique, avec des interviews sur un sujet politique, sur DSK, un truc hyper sérieux. Ouais, les séries documentaires Netflix, quoi. Et j'avais pris vachement de plaisir, moi, déjà, à faire, malgré le sujet, à faire un documentaire, c'est à sortir des sentiers battus du cinéma, à
à filmer des gens qui n'ont rien à voir avec le cinéma, qui parlent pas de cinéma, c'est pas leur quotidien, ils vont pas au cinoche, enfin des vrais gens, quoi. C'est vrai, quand on fait du cinéma depuis moi, ça fait plus de 30 ans maintenant que je suis dans ce milieu-là, donc tu as tendance à rester un peu sous cloche, quoi. Donc ça m'avait aéré les méninges, quoi. Et puis j'adore le documentaire dans la mesure aussi où tu es beaucoup plus léger qu'en fiction. Et tu as des équipes beaucoup moins lourdes, tu tournes un peu comme tu veux, comme comment vous avez fait? Parce que, je veux dire, là, il n'y a pas un plateau de tournage avec une petite pièce et c'est l'immensité du désert sur des milliers de kilomètres carrés. Comment on fait pour saisir les instants, les moments? C'est un peu de peau, un peu de chance aussi. C'est un mélange, c'est-à-dire que déjà, j'ai fait une grosse prépa dans le sens où j'ai été faire un Dakar entier pour voir déjà à quoi ça ressemblait, m'immerger. Et puis, parce que moi, je ne sais même pas changer l'huile de mon moteur. Tu vois, si j'ai été, en fait, je me suis dit c'est intéressant parce que le Dakar, c'est une grande. Déjà, c'est un événement sportif français mondialement connu et qui est tombé un peu en désuétude en France. Donc, je me suis dit, tiens, ce serait bien de faire un truc là-dessus. Et c'est pas le milieu du foot, par exemple, qui est surmédiatisé. Là, j'aurais peut-être plus de place pour m'exprimer et pour approcher des athlètes. Et moi, mon but, c'était de m'immerger dedans, de pas du tout faire un documentaire sportif, un reportage sportif, tu vois. Et alors justement, comment on trouve la subtilité pour que ce soit pas du journalisme et un reportage et que ça soit un film documentaire? C'est quoi la différence? Je crois que le documentaire, en fait, il y a un point de vue déjà plus personnel, c'est plus subjectif. Le reportage sportif, en gros, on va donner les résultats, expliquer le classement, ces trucs-là, les règles du jeu. Moi, j'avais pas du tout envie de faire ça, surtout que c'est une compétition très compliquée. Moi, ce que j'avais envie, c'était vraiment d'approcher des athlètes au plus proche, enfin, vraiment rentrer dans leur vie et en faire des personnages de cinéma. En fait, c'était d'utiliser tout ce que je connaissais, entre guillemets, de la fiction et de faire de personnages réels, des personnages presque de fiction et de les inscrire dans un film qui soit entre le documentaire, évidemment, c'est du documentaire, c'est vrai, mais avec des ressorts de cinéma, quoi. Mais on leur fait pas refaire les scènes. Sans refaire les scènes, évidemment. Avec l'idée de, eux, ils prennent des risques énormes parce que c'est une compétition très dure et très dangereuse. Et moi, le seul petit risque que je prends, c'est que je ne sais pas ce que vont donner les scènes. Il n'y a pas de scénario écrit à l'avance. Ah bah non. Et pour revenir à ta question initiale, comment filmer dans l'immensité du désert, c'était justement d'être capable d'être un peu comme d'être un peu partout, donc de quadriller un maximum et d'avoir des équipes. Alors quand donc vous n'êtes pas toujours derrière la caméra, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui filment et le soir ils reviennent avec leur rush, comme on dit, et on se dit, enfin le soir ou plus tard d'ailleurs. Alors tout ce qui concerne la course, je peux pas y être. Comme pendant le tour, j'y vais en repérage pour voir comment on fait hélico ou comment on s'organise avec ASO qui est l'organisateur du Dakar pour placer des gens dans le désert à certains spots parce que eux ils ont repéré, enfin eux ils ont préparé la course donc ils savent où ça va être beau, impactant, etc. Donc j'ai des gens que je mets en place là et qui savent filmer ça aussi. Mais moi là où je suis réellement, c'est surtout avec les équipes, deux équipes à 2 caméras et un ingénieur du son, un perchman, avec chacun un assistant réalisateur, des équipes qui sont assez autonomes et où moi je peux faire la navette. Moi je fais la navette en fait, entre l'une et l'autre, parce que je dois suivre à ce moment-là pendant le tournage, on a suivi 12 athlètes. Donc voilà, et je savais qu'un tel arrivait, l'autre partait. Là, je lançais une équipe, je commençais à écouter. Je me disais, tiens, je pense qu'il s'est passé ça, donc à mon avis, ils vont parler de ça. N'hésite pas à lui dire quand il revient, tiens, comment tu t'es senti aujourd'hui? N'hésite pas à en parler si tu veux, tu vois. Juste une indication, un truc comme ça, mais laissez filer, surtout vous intervenez pas après. Mais généralement, bon an, mal an, je savais à peu près là où ça allait. Et l'idée, c'était de dégager des histoires et puis ensuite, au montage, de voir comment émerger les personnages de manière empirique. Donc, c'était une espèce de truc un peu empirique et impressionniste. Je savais que je voulais faire un truc impressionniste et pas du tout didactique. Donc, c'est en ça que
C'était l'inverse film. d'un reportage sportif. On y va? Ouais. C'est un sujet, c'est intéressant de savoir comment filmer le sport. Je pense qu'il y a des... Même l'acte sportif essaye, dans la performance pure, essaye de se renouveler. Comment filmer un match de foot et que dans 30 ans, il ne sera pas filmé pareil. Il y en a qui essayent de le penser. Bien sûr, bien sûr. Comment filmer le Tour de France? Enfin, c'est pareil, qui est un peu dans cet esprit du Dakar avec du mouvement. Il y a un super documentaire de Louis Malle sur le Tour de France. Ouais. En tout état de cause, moi, je ne savais pas comment le faire et je n'allais pas le faire à la place de ceux dont c'est le métier de le faire. Donc, mon approche était plus perso et moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de me dire qu'est-ce qui pousse les gens à aller au bout d'eux-mêmes, même si je n'ai pas de réponse, en tout cas être au plus proche, comme un témoin qui voit des gens pousser les limites de la fatigue, des risques. Parce que il y a des réalisateurs qui sont très techniques, qui se disent ok, tel plan. Vous êtes plus un réalisateur artistique, je ne sais pas si le terme est le bon. Bah, tu deviens technique. En fait, réalisateur, tu es obligé, il y a un aspect quand même technique. Tu es obligé de à peu près comprendre de quoi il s'agit quand on te parle de focale. Donc tout ça, tu l'intègres. Mais c'est vrai que moi, j'essaie de l'intégrer pour mieux l'éclater. J'aime pas quand on sent trop la technique. Ça m'impressionne pas trop, en fait. J'essaie d'oublier. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de choper des émotions, quoi. Donc, vous êtes sur ces photos ou pas? Je pense pas, non. Alors, vous allez me dire celui que vous préférez et celui que vous aimez le moins. J'ai pas de... Vous dites pas de méchanceté? Bah, elle, je l'aime beaucoup. Laquelle, elle? Bah, c'était... Adèle ou Charlotte? Non, Charlotte aussi, je la connais pas, mais Adèle, j'ai eu la chance de bosser avec elle une fois. Et c'est une actrice... C'est dommage qu'elle ne veuille plus tourner. Ouais, peut-être qu'elle reviendra un jour, je sais pas, mais en tout cas, c'est une sacrée personnalité, c'est une sacrée intelligence et c'est une actrice incroyable, très impressionnante, qui a une espèce de puissance et puis qui m'a impressionné parce qu'elle tente, elle changeait à chaque fois, à chaque prise, et puis des fois, même si c'était à côté, c'est pas grave, la prochaine fois, et puis d'un coup, c'est magique, sublime actrice. Avec qui vous avez tourné et que vous connaissez bien? Qui j'ai tourné? Je sais pas. Je suis pas trop sur ces trucs-là. Je passe un peu. Bérénice Bejo, Dussolier, je l'ai croisé avec Alain René à l'époque. Mais j'ai pas tourné avec. Je vais faire exprès de faire des allers-retours pour que tu galères avec ta caméra. Oui, à William Dafoe, la grosse classe, j'adore. Adorable. Ah, j'ai tourné, je fais de la pub avec. C'est vrai? Ozzy, ouais. Je fais des pubs. Parce que adorables. Avec qui vous avez tourné, mais est-ce que vous les connaissez? Et d'ailleurs, ouais, j'en connais certains. Du cinéma, est-ce que les gens se connaissent? On a tourné sur un film de Louye ensemble. Louye, c'est un réalisateur chinois qui avait fait un film sur le printemps de Tiananmen, sur la dernière journée du mec, tu sais, cette photo mythique devant les chars. Ouais. Et donc, c'était un réalisateur qui était interdit de tournage en Chine. On avait fait un film complètement à l'arrache, presque en conditions documentaires. En Chine? Non, à Paris. Il avait tourné ce film à Paris avec Tahar qui tenait le rôle principal. Daniel Auteuil aussi, c'est un mec super, avec qui j'ai eu la chance de tourner il y a très longtemps. J'avais été tellement impressionné par lui comme acteur que je m'étais approché du plateau. C'était tout jeune acteur. Et j'étais hyper impressionné parce que c'est un acteur que tu n'entendais pas de loin. Il ne poussait pas du tout la voix. Il était hyper... il jouait tout comme ça et tout. Super mec en plus. C'est marrant parce que vous dites que les acteurs jouent tous très différemment. Ouais, parce que nous, on se rend... Alors, on voit des personnalités, mais on n'arrive pas, nous, derrière l'écran, face à l'écran, à sentir ça. Comment les acteurs essayent, tentent, ont l'habitude de parler assez peu fort, Ouais, moi, c'est des souvenirs, j'allais dire, de gamin. J'étais vraiment tout jeune. Hein. Mais c'est vrai que je m'étais approché du plateau et j'étais un acteur qui a une immense finesse de jeu. Après, il est capable de jouer grand, petit. Mais d'ailleurs, est-ce qu'un acteur doit avoir son style ou doit être capable de jouer tous les styles? C'est-à-dire, par style, tu veux dire par exemple,
il y a certains acteurs, on dit, ah bah tiens, il fait toujours la même chose. Lucchini fait du Lucchini, par exemple. Et il y en a, c'est putain, il est capable de tout faire, de faire des choses différentes. Je prends Lucchini d'ailleurs. Oui, non, mais parce qu'il a une force Voilà. Déjà, il a une voix, il a une très forte personnalité aussi. Bah, je crois que c'est un mélange des deux. Et là, je pense qu'il n'y a pas de règle. Je suis très ouvert. Déjà, il y a des gens qui touchent plus ou moins, donc ça, c'est très subjectif. Ouais. Il y a des gens qui jouent juste et d'autres moins, et des fois, c'est même intéressant, quelqu'un qui ne joue pas forcément très juste. Mais l'acteur, c'est souvent Est-ce qu'il y a des grands acteurs qui ne jouent pas juste? Bah, par exemple, tu as des gens qui ont un ton. Jean-Pierre Léaud, il a un ton. Oui. Ah oui, c'est vrai, Il Jean-Pierre a un Léaud, ton oui, qui est quand même très particulier. Ah, c'est vrai. Et pour autant, quel acteur, quoi. Je me suis souvent dit ça. J'ai jamais été épaté par le jeu de Jean-Pierre Léaud, mais je suis fasciné parce que je l'écoute. Bah, pourtant, c'est un super acteur. Ah bah mais moi, je pense qu'en tout cas, c'est une question que j'avais posée une fois à Gérard Lanvin. Je lui ai dit, qu'est-ce qui fait, à ton avis, que tu es devenu si populaire? Comment tu as provoqué ça? Une réponse tout à fait juste, c'est que c'est le public qui choisit. Donc je pense que tu peux faire ce que tu veux comme acteur ou comme actrice, c'est qu'à un moment donné, ta personnalité, évidemment, tu es rattrapé par ton corps et ta personnalité, et puis au cinéma du moins, et si tu veux être un acteur qui marque son temps, qui est choisi par le public, tu peux pas trop c'est difficile à l'être sans non plus un certain charme ou une personnalité forte qui peut un peu impalpable, qui peut ne pas plaire à tout le monde, mais en tout cas qui est identifiable. Donc oui, il faut de la personnalité. Et puis il faut une force d'interprétation. Je pense qu'un très grand acteur, c'est aussi quelqu'un qui va te faire une proposition qu'un autre te ferait jamais. Tu vois, un Brando, un Depardieu, c'est des mecs qui avaient des... Tu vois, un Brando, il avait un spectre incroyable, quoi. Une vision de la vie, un truc quand même complètement unique, un truc qui fait que ce qu'il va faire, personne d'autre peut le faire. Et c'est de l'interprétation, au sens où il prend le rôle, et il en fait autre chose, il te l'amène là où tu t'y attends pas, et ça te touche. Et ça, c'est magique quand ça arrive. C'est qui l'acteur ou l'actrice avec qui vous n'avez jamais tourné, et c'est un regret? Et vous dites, ah, j'adorerais. Là, on me dit, tu viens, tu joues avec lui, vous y allez dans l'instant. Bon, non, mais des tonnes. Ouais, mais c'est un peu comme. Non, mais c'est un peu comme. C'est quoi ton film préféré? Bah oui, bah j'adore. C'est quoi ta chanson préférée? Bah oui, mais ça change, ça change. C'est rien du tout. Mais là, dans l'instant, si vous devez me donner un nom d'une actrice ou d'un acteur. Bah, écoute, je vais sortir des trucs bateaux, mais un Gabin, un Delon. Ah oui, là, c'est vraiment pas possible, du coup. Mais vivant, un Brando, j'allais dire. D'avoir ça devant la caméra, parce que moi, je reste ouvert, je me dis tout est possible un jour. Ça se trouve, je vais pouvoir la chance d'avoir Daniel Day-Lewis devant ma caméra. Ah bah ouais. Donc je me projette sur ce qui me semble malheureusement vraiment impossible. Bon, alors, attendez, je prends les parapluies et on file. Hop, pardon, je passe juste derrière. C'est incroyable ça. Hein. Ouais, vous avez vu, c'est pour l'école de. C'est délirant quand même. Et je crois qu'après il décolle du sol. C'est canon, hein. Je pense qu'il faut pas s'asseoir. Hein. Si, on peut. Ouais, si. Et en fait, après, quand ils sont en marche, ils décollent du sol et donc on travaille à. Les pieds dans le vide? Ouais. C'est génial quand même. Vous pourriez monter là-dessus? C'est vous qui faites le montage? Non, mais par contre, je vais au montage. Ouais. Non, le montage et le scénario, c'est des choses où j'aime travailler en collaboration parce que je pense qu'il faut un esprit un peu matheux. Le montage, au même titre que le scénario, c'est de l'écriture et il faut savoir organiser une pensée, vraiment la structurer. Alors j'adore le faire au rebond avec quelqu'un dont c'est... Oui, mais alors quand c'est un scénario qui est écrit à l'avance sur une fiction, c'est plus simple que quand on a des milliers de rushs et qu'il faut écrire le scénario après, non? Ouais, non, mais en l'occurrence, moi, les scénarios, à chaque fois, je les ai coécrits ou écrits. En tout cas, j'ai participé à l'écriture, donc je pars de zéro. Ouais.
à moins d'adapter un roman. Et encore, même, c'est un peu les faux plats, tu sais, le truc des faux plats, quoi. Adapter un roman, tu dis c'est easy facile, peasy, ouais. quoi. Et en fait, c'est quand même beaucoup de travail. Mais c'est vrai que là, le documentaire, ça m'a pris, par exemple, sur le Dakar, ça m'a pris beaucoup de temps au montage, parce qu'effectivement, il fallait construire une histoire partant de centaines d'heures de rush. Mais c'était passionnant, hein. Mais oui, c'était beaucoup de patience. Et puis mais c'était vachement parce que ça me permettait d'écrire un peu en écriture automatique, c'est-à-dire que les choses, tu ne peux pas les imposer en documentaire, donc elles sortent et elles s'imposent à toi. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai monté des séquences que je trouvais fortes, que j'ai identifiées, que je trouve intéressantes, drôles, et au fur et à mesure, elles, les meilleures s'imposaient et les plus faibles tombaient. Et cette espèce de sélection entre guillemets naturelle faisait que d'un seul coup, tu avais des personnages où les trajectoires étaient plus intéressantes que d'autres. Et ça s'est construit comme ça, vraiment au fil du montage en fait. Donc il n'y avait pas ce truc où justement tu te dis voilà, mon histoire elle est bien claire, c'est ça, en 3 actes. Là d'un coup, il y avait aussi une liberté dans cette contrainte. Est-ce que c'est encore tous les réalisateurs disent j'arrive pas à finir mon film, je sens qu'il faut que je retouche. Là, ça va être encore plus difficile. Parce qu'il doit y avoir tellement de rush, tellement de possibilités de se dire ok, là il faut que j'enlève et non, et je retouche et je change. Alors moi, j'avoue que je suis assez impatient de nature. Donc à un moment donné, j'en peux plus. Qu'on en finisse, quoi. Et puis, il y a un moment où tu sens quand même que tu arrives au bout. Ouais. Tu arrives au bout du truc, que ce ne sera pas parfait. Et que voilà, tu n'es jamais à 100% satisfait d'un film. Et même, tu passes par des phases où tu le détestes. Moi, généralement, j'aime certaines scènes et puis ça, je me dis, bon, au moins je l'ai fait pour cette scène, tu vois. Ah ouais. Et puis avec le temps, tu revois les trucs et tu sais, c'est peut-être le temps qui fait que tu te réconcilies avec le film. Mais moi, c'est surtout de le faire qui m'intéresse. L'UGC Ciné-Cité, c'est vrai que vous, le mercredi, vous regardez la séance de 9h? Bah ouais, c'est vrai? C'est la première séance de France, ouais. Donc c'est un super indicateur. Ah, donc c'est pas une légende, ça. On peut expliquer aux gens qui ne connaissent pas forcément. Ouais, complètement. Oui, donc la première séance de France a lieu à 9h au Ciné-Cité Les Halles. Et c'est un premier indicateur joyeux ou malheureux, fonction. De la réussite d'un film. De la réussite d'un film, ouais. Et après, par exemple, là, 22h52, je veux voir si un film va marcher, par exemple. Est-ce qu'il y a encore des... Ah non, il n'y a plus de... Par exemple, le grand déplacement. Ouais. Non, je ne peux pas voir le nombre de places qui restent. Ah, là-dessus. Nous, on a le ciné-chiffre, c'est-à-dire que quand tu fais une sortie en France, le distributeur appelle toutes les salles de France et on lui donne le nombre d'entrées. Ouais. Donc, ça va et vous, les mecs? Ça va? Vous avez un film? Ouais, bonjour. Joachim Trier. Valeur sentimentale, français. Bon, alors, content? Ouais, c'est super. Très bel accueil, rempli Festival de Cannes. Ouais, chapeau. Ah oui, on est filmé là. Vous êtes filmé, ouais. Bon, allez, je me casse. Je fais une émission, je suis suivi pendant 2 heures. D'accord. Bon, et forcément, on a fait Cinémathèque et on passe là, on se balade. À bientôt. À bientôt. Ouais, impeccable. Ouais. Bon, ciao. Bon, voilà. Vous connaissez du monde. Donc ça, c'est une avant-première d'un film. Et on vient le faire ici. Et mec, on est filmé, merde, en direct. Et ouais, donc voilà. Mais en tout cas, c'est une salle de cinéma importante en France. Et ça se vérifie tout le temps ou pas, cette histoire? Oui, c'est assez violent le cinéma pour ça. C'est que le mercredi, en fin de journée, en gros, tu sais si ton film va marcher. Ou s'il est mort. Ou s'il est presque mort. Voilà. Ou si ça va être compliqué.
Après, généralement, tu attends maintenant le mercredi, le week-end. Ah oui, c'est un peu différent. Ça peut, ouais, ça peut remonter le week-end. Ouais. Mais ouais, c'est assez cruel parce que c'est normalement 2-3 ans de travail pour. Pour une séance presque Ouais. le matin à 9h. Ouais, voilà, c'est hyper violent. Mais bon, c'est un peu la règle, ouais. Il y a beaucoup de films qui sortent. Ouais, trop. Écoute, on a la chance en France d'avoir encore beaucoup de films qui sortent. Je crois que Paris, c'est la ville au monde où il y a le plus de films projetés par jour. Moi qui adore, par exemple, le cinéma, qui est grand, je suis un grand fan du cinéma italien, du moins d'une certaine époque. Et quand tu vois l'état du cinéma italien aujourd'hui, les difficultés qu'ils ont à faire des films, à en faire beaucoup par an, on est quand même très chanceux en France de pouvoir faire là, plus de 200 films par an chaque année. Et c'est un nombre de films par an énorme. Donc on est quand même très protégé encore en France et avec un cinéma extrêmement divers, riche en propositions et on peut que s'en féliciter. Moi, je suis ravi de ça. Bon, allez, on va montrer où on est. Parce que vous m'avez dit, Bonjour. moi, je connais Paris comme ma poche. Ouais, un peu trop, ouais. Et donc, on est au Pied de Cochon. Bah, vous m'avez Est-ce amené que ici. vous avez fini de nombreuses soirées ici ou pas? Non, en vrai, ça m'est arrivé une fois ou deux, mais vraiment très jeune, à la vingtaine. À 6h du mat, prendre une soupe à l'oignon. Ouais, c'est ça. On nous a mis là-bas, Ouais, le on mec, va se là. mettre ici. Allez hop, on va s'installer. Mais par contre, je voudrais quand même qu'ils voient qu'on est arrivé. Ouais, On a vu, il est là. on est là, on peut s'y mettre? Bonsoir. Bonsoir. On peut se mettre là-bas? Oui, bien sûr. Ah, parfait, Merci. formidable, merci beaucoup. Je vous laisse aller au fond. Mais là-bas, je me glisse là-bas au fond. Ouais, puis je vais me mettre à côté. Est-ce que vous voulez manger un bout ou on prend juste un verre? Un verre, ça me va. Allez, parfait. Et moi, je vais me mettre à côté. Pardon, merci beaucoup. Paris, vous y avez vécu, grandi, Ouais, je suis né même. né? Je vais remettre la table. Pardon. Hop, c'est bon, j'ai pas le pied. Ça marche. Tu veux un peu d'eau? Vous voulez un Ouais, peu je d'eau? veux bien. Qu'est-ce qu'on boit? Couvert ici, je sais pas si. Ouais. Ce que vous voulez. Non, moi, je m'adapte à l'invité. Moi, de l'eau, ça me va très bien. Mais De l'eau si, Bah, on va faire de l'eau alors. Non, Je vais mais- être sobre, alors. on veut bien la carte, ouais. Je suis sûr que vous allez craquer. Ok, merci. Si c'est la soupe à l'oignon, faut voir. On a de foie gras, les escargots. Merci. Excellent aussi. Bon, on va regarder ça. Je vous laisse regarder tranquillement. Toi, tu veux un truc? Pour l'instant, on va regarder. La carte des Tranquillou. La carte des Génial. Je te sers un verre, toi aussi? Bon, alors, vous êtes né à Paris, Paris 12e. Paris 12e, mais vos parents ont une histoire un peu dingue. Ouais, c'est vrai, c'est fou. Ouais. Ça fera un super film, il paraît. Ouais. Ouais, je pense. Ouais. Alors, c'est quoi le pitch? L'amour entre la France et l'Algérie. Ouais. Ouais, non, c'est une histoire assez belle, ouais. Mon père était français et il était anticolonialiste. Et, pour l'indépendance de l'Algérie, c'est une famille communiste. Et ma mère est algérienne et famille FLN. Plutôt bourgeoisie algéroise. Et mon père est un ch'ti du Nord, enfin bref. Et mon père voulait pas faire la guerre d'Algérie. Ils sont deux frères. Il y avait un frère, ils avaient 2 ans d'écart. Et le seul moyen de ne pas faire la guerre d'Algérie, parce que c'était leur génération, c'était d'avoir l'opportunité de rentrer chez les sapeurs-pompiers de Paris. Ouais. Mon grand-père avait été pompier. Donc les gamins se disent, on va rentrer chez les sapeurs-pompiers de Paris, comme ça on fait un service militaire de 2 ans à Paris. Et mon père est pris
Et son frère est envoyé en Algérie. Et donc mon oncle, à l'époque, refuse de prendre les armes et fait en fait toute la guerre d'Algérie, en tout cas ces 24 mois, en prison. Et à la libération de l'indépendance, il décide d'aller s'installer en Algérie, de faire ce qu'on a, faire l'inverse, c'est-à-dire des Français. C'est-à-dire que lui, il y va avec le rêve d'une Algérie socialiste à reconstruire, et il décide de s'installer là-bas. Il devient ce qu'on appelait à l'époque des pieds rouges. Pieds rouges, c'était des communistes qui croyaient un idéal socialiste en Algérie. L'inverse des pieds noirs, Ouais, eux qui quittent l'Algérie. Ouais. Et donc, mes grands-parents, à l'époque, ils habitent à Valenciennes. Ils disent à mon père, ton frère aîné est en train de devenir fou, il va se faire tuer, va le chercher. Donc mon père part en Algérie, il n'a jamais pris l'avion de sa vie, quoi. Il n'a jamais quitté la France, et il part en Algérie chercher son frère. Et il doit rester 2 semaines, et finalement il reste 2 ans. Et en 2 ans, sur place, il découvre le théâtre en Algérie, et il s'inscrit au conservatoire d'Alger, et il rencontre ma maman, qui est algérienne, et avec tout le tabou que ça peut représenter à l'époque, d'avoir une histoire d'amour entre un Français au lendemain de l'indépendance et une Algérienne, famille FLN. Et en gros, c'est l'amour fou, et les deux quittent l'Algérie et se marient en cachette en France. Et en plus, ma mère tombe amoureuse d'un Français, comédien, saltimbanque. Et finalement, ils ont vécu. Mon père est mort l'année dernière, et voilà, ils ont vécu ensemble jusqu'à la fin. Enfin, voilà. Ma mère a rencontré mon père, elle avait 16 ans, et on a 75 aujourd'hui. Mon père est mort l'année dernière. Donc, ouais, c'est une super belle histoire d'amour. Et votre mère est retournée en Algérie? Ma mère est retournée en Algérie, ouais. Et vous y êtes allé? Oui, beaucoup. Moi, j'y allais jusqu'en 91, j'y allais vraiment tous les étés. Ouais. Après, il y a eu la guerre civile, puis enfin, c'est les années noires qui ont duré 10 ans. Et j'y suis retourné qu'une fois il y a 15 ans, 14 ans. J'aimerais y retourner d'ailleurs plus souvent. Qu'est-ce que vous pensez en ce moment? J'imagine que vous avez un regard sur ce qui se passe en ce moment en Algérie, avec par exemple Boualem Sansal qui est emprisonné. J'imagine que vous devez... J'ai lu le bouquin de Kamel Daoud, par exemple. Je le trouvais vraiment fort. Ça me meurtrit, ça me blesse de part et d'autre, si vous voulez, cette espèce d'incompréhension et d'amertume, de colère, de haine même. Parce que je pense que les peuples, au-delà des politiques, en fait, sont liés, quoi. Donc qu'on veuille ou non, c'est des peuples qui sont imbriqués, leurs histoires le sont. Je pense que le temps fera son œuvre, mais oui, c'est une souffrance. J'aimerais que les choses soient beaucoup plus fluides entre la France et l'Algérie, évidemment. Est-ce que c'est pour ça, par exemple, que vous n'y allez pas? Non, j'y vais pas par manque de temps, et puis aussi parce que malheureusement, la plupart de mes cousins, cousines ne vivent plus en Algérie, que mes oncles, mes tantes sont plus là, et que d'y aller, je me retrouve un peu seul en fait. Et que c'est une sorte de douleur un peu incompréhensible pour moi, mais parce que moi je suis franco-algérien, j'ai la double nationalité. On parle souvent de cette question de l'identité. Donc en gros, j'y vais moins parce que pour moi c'est compliqué quand j'arrive, et que c'est un pays qui compte autant pour moi, et finalement de plus retrouver les êtres plus qu'au cimetière, quoi. Ou en tout cas ceux que je connais qui sont maintenant, qui vivent au Canada, en Allemagne, dans le monde entier, mais plus en Algérie. Donc je me retrouve comme un touriste, et du coup c'est un peu douloureux, mais je compte y retourner, bien sûr.
on parle souvent de cette question de l'identité. Alors vous êtes un métis d'une certaine manière, donc vous avez peut-être un rapport différent. Mais on dit souvent que certains, d'une deuxième, troisième génération d'enfants d'immigrés, par exemple, ont aujourd'hui du mal à se sentir et français et algérien. Comment on fait pour naviguer entre ces deux histoires? Alors moi, de fait, mes papiers font que je suis et français et algérien. Et j'en suis très fier et très heureux. Et d'ailleurs, après, culturellement, en termes d'éducation, je suis parisien. Ouais. Je suis né à Paris. Mon père était du Nord, mais né à Reny-sous-Bois. Enfin, je veux dire, je suis du Grand Est, du Nord-Est parisien même. Ouais. Donc, on ne peut pas se nier. Après, j'ai pas du tout envie d'oublier mes racines et puis ma mère, parce que j'ai une maman algérienne, avec tout ce que ça signifie. J'ai une mère méditerranéenne. C'est très particulier. Il y a un rapport à la mer, au matriarcat qui est très fort chez les Méditerranéens. Donc moi, je le reconnais beaucoup, par exemple, sur une affinité évidemment particulière avec ceux qui sont méditerranéens en général, algériens en particulier. Et dans l'humour, dans des références qui sont presque intimes en fait. Et puis j'ai des souvenirs, quoi, tous mes souvenirs d'enfance, des odeurs. Ouais, et puis moi quand j'arrivais en Algérie, enfant, je me rappelle, j'embrassais le sol à l'aéroport, la chaleur du bitume, C'est pas vrai. la chaleur du tarmac de l'aéroport d'Alger, ces bouffées de chaleur, cette lumière de la Méditerranée que je retrouve. Je me suis toujours senti bien en Méditerranée, que ce soit en Italie, en Espagne, en Grèce, au Maroc, en Algérie. C'est au-delà de l'Algérie, il y a aussi cette méditerranéité qui est très forte pour moi. Est-ce qu'on prend quelque chose, quand même, un petit truc, parce que sinon ils vont pas être contents. Soit à boire, soit une soupe à l'oignon, non? Vas-y, je t'en prie. Moi, je vais peut-être aller sur un dessert. Ah, pourquoi pas un petit dessert? Ils sont où les desserts? Ah oui, ici, fromage et dessert. Crème brûlée, île flottante, vacherin, moelleux au chocolat, brioche perdue, coupe de fraises. Ah. Je vais être relou, mais je prends une soupe de fraises. Attends, au pied de cochon, je prends des trucs hyper. Et moi aussi, j'ai envie de la coupe de fraises, je crois. Allez, 2. Coupe de fraises? Ah ouais, c'est vachement bien. Je vais demander. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Monsieur, excusez-moi. Est-ce qu'on peut commander un petit truc? Ah, super. Merci beaucoup. On va prendre 2 coupes de fraises, s'il vous plaît. Ouais. Voilà. Moi, je veux bien un DK, mais allongé. Vous voulez de l'eau? Vous avez de l'eau déjà. On a de l'eau, ouais. On veut plus. Mais une autre bouteille, ça va être bien. Ouais, une autre bouteille. Ça serait super. Oui, pas de problème. Merci beaucoup. Ilou, le verre, il est ici. Et votre mère est croyante? Elle est musulmane? Elle est musulmane, ouais. Ouais. Mais Et vous, votre rapport à Dieu? Alors, Et à c'est- la religion? alors ça, c'est marrant parce qu'on est passé devant l'église Saint-Eustache. Ouais. Donc moi, je suis de père communiste Ouais. et de mère musulmane. Et en fait, comme on est habité dans les quartiers plutôt populaires, ma mère a voulu absolument que j'aille dans une école catho. Ah bon? Ouais. Parce qu'elle trouvait que c'était important d'avoir des cours de catéchisme. En tout cas, un rapport à la spiritualité. Et puis aussi parce qu'elle disait que le niveau allait être super, etc. Et donc, du coup, au final, j'ai eu quelques cours de catéchisme pendant quelques années. Et c'était drôle parce que ça m'a tout de suite plu, moi, la spiritualité. Et ça a interrogé des choses en moi qui me plaisaient gamin, mais vraiment, je te parle de ça en primaire, quoi. Et je me rappelle, on est les 2 premiers de la classe. C'était un curé qui nous donnait les cours de catéchisme. Il avait pris tous les gamins partis, il avait dit, vous vous rendez compte que les deux meilleures notes ce trimestre, c'est donc premier
David Goldenstein, deuxième Jalil Lesper. Donc c'était en gros, David Goldenstein n'était pas catholique mais juif. Et moi, Ouais. Père Coco, mère musulmane. Et finalement, on écoutait ça avec un peu plus d'intérêt. Et après, plus tard, j'ai fait une crise un peu mystique à adolescent. J'ai décidé de me faire baptiser et de faire ma première communion. J'ai fait tard en fait. Ouais. Et j'ai fait je crois que j'ai fait ma confirmation à l'église Saint-Eustache. Ah ouais. Et donc Ok. ma mère m'a envoyé mon père. Parce qu'il avait quand même il était communiste, mais il était baptisé, il était de culture catholique. oui. Donc finalement, j'ai ramené mon père à l'église. Et moi, il me prenait pour un cinglé, quoi. J'allais à la messe le dimanche et tout, quoi. Et votre mère, elle ça en m'a- disait et quoi? c'est- Parce qu'elle n'avait de fait pas la même J'allais religion que vous. tous les dimanches. Moi, elle était assez contente, en fait. Mais en fait, il me prenait quand même pour un dingue, quoi. Parce que tous les dimanches, j'allais à la messe à l'église de Ménilmontant, tout seul, quoi. Ouais. Et j'ai eu une crise Et mystique. elle était assez contente que vous ayez une spiritualité, même si c'était Ouais, pas je la trouvais même ça, religion ouais, que la je trouvais vôtre. ça bien, ouais. Je pense qu'aujourd'hui, elle le trouve. Après. Est-ce qu'il y avait aussi peut-être une question pour elle de se dire il faut s'intégrer? Ah non, Ou pas, rien à du voir. tout. Non. Non, il n'y a jamais eu de problème d'intégration. Moi, j'ai jamais connu ça. Ma mère non plus. Ma mère est de culture. Elle parle le français, un français parfait. Elle est d'une génération où l'Algérie, même si elle a été d'une famille FLN, la bourgeoisie algéroise, en plus, bénéficiait entre guillemets d'une culture complètement mixte. Donc elle a été à l'école française, tu vois. Donc non, il n'y avait pas du tout ce truc d'intégration chez elle. Elle est française de fait, en plus elle est mariée à un Français. Mais non, comme elle savait que du côté de mon père, il était plutôt athée, je pense qu'il y avait un truc. Bon bah voilà, je vais pas lui. Son père est catholique, donc de fait, il est plutôt catholique. On est en France, mais au moins qu'il ait une notion de spiritualité. Ouais. Bon, vous avez eu votre crise mystique, puis un jour vous êtes devenu acteur, vous avez eu une autre crise, parce qu'à la base vous deviez être avocat. Comme elle. Je voulais C'est ça. faire du droit, ouais. Bah c'est un peu pareil, c'est-à-dire que en fait, je voulais faire soit philo, soit sociaux. Et puis je m'étais dit bon voilà, les débouchés vont être compliqués. Je savais pas trop ce que je voulais faire en fait. Du coup j'ai fait du droit. Et assez vite je me suis aperçu que en fait je voulais faire pénaliste, donc j'ai été voir traîner un peu quelques journées au tribunal et voir des comparutions immédiates par exemple. Je me suis aperçu que la justice pouvait être hyper expéditive, que tu avais des mecs qui se prenaient 3-4 ans pour des petites récidives. Alors je dis pas qu'il faut pas qu'il y ait de justice en France, mais je me trouvais ça tellement violent que je me suis dit bah je pourrais pas aider ces gens-là, tu vois. Enfin, si tu arrives au tribunal, le mec en 7 minutes pour un petit cambriolage, un peu de shit, un peu machin, il se prend 4 ans, 7 ans, et ça va si vite. Bon, finalement, c'est peut-être pas pour moi, quoi. Donc, acteur, Ouais. plutôt la voix de votre père, Ouais, et vous expliquez ce truc dingue. Le premier casting, vous le faites avec lui. ouais. C'est lui qui vous emmène? Ou c'est vous qui Ouais. voyez l'annonce et vous dites ah, ben, Non, on fait non, pas ça ouais. ensemble? Ouais, en fait, il est repéré sur un trombinoscope de comédien à la NPE spectacle. Parce que c'était un comédien, c'était pas un acteur star, quoi. C'était Ah non, un pas du comédien tout, ouais. intermittent, enfin j'imagine. Ouais. Ouais. Et puis surtout, c'était un comédien engagé, militant. C'est-à-dire que c'est un comédien de MJC, Ouais. mon père. C'est vraiment un mec qui moi, j'ai pas mal vécu adolescent en banlieue, entre autres parce que mon père, il y avait ce truc de ramener la culture dans les banlieues rouges, en fait. Donc il n'était pas du tout dans le théâtre subventionné ou privé, c'est presque politique, associatif. Presque. Mais bon, il avait fait quand même des trucs, quoi. Et puis c'était un bon comédien. Et un jour, il reçoit un coup de téléphone d'un jeune réalisateur qui a repéré sa photo à la NPE spectacle et qui lui explique qu'il doit faire un film, un court-métrage. C'est l'histoire d'un gamin de 17 ans et
et que son père, et que comme c'est un ado, ça se passe pas très bien en gros. Mon père lui dit ouais bah je connais, j'ai un ado du même âge. Et le mec lui dit bah moi j'ai pas trouvé le gamin donc si ça intéresse qu'ils viennent, venez ensemble. Et on a été effectivement ensemble mais moi j'ai pas en fait j'ai été c'était l'année du bac et j'y ai été vraiment en me disant ouais pourquoi pas. Un court-métrage, c'est-à-dire c'est du cinéma, je suis curieux de voir comment on fait des films. J'aimais déjà le cinéma, je ne vais pas du tout en faire ma profession évidemment, et encore moins acteur d'ailleurs. Mais je me suis dit, on va voir quoi. Et en fait, on a été pris tous les deux, mais il y avait quand même une part de moi qui me disait, si on est pris ensemble, ça peut être l'occasion de faire un truc avec mon père et que ça reste. Et ça, j'aimais le cinéma dès le départ pour ça, c'est de... C'est pour ça que tout à l'heure, tu me disais avec qui t'aimerais tout tourner, peut-être rêve. Je t'ai donné des gens qui sont plus là, mais pour moi, le côté éternel du cinéma, l'objet qui reste après, ça m'a toujours touché en fait. Et tout de suite, en plus, le premier casting, c'est pas pour un cachet, c'est quelque chose qui est symbolique, qui a du sens, qui va rester, qui a une histoire. C'est pas le premier cachet, le premier film pour gagner un peu d'argent. Non, c'était pas du tout ça, quoi. Non, c'était vraiment de faire un truc avec papa et qu'éventuellement on soit pris et que si on le fait, bah, ça va exister. Et je me dis très clairement, un jour, si ça marche, qu'on soit pris, je veux dire, un jour je serais peut-être content de montrer ce film à quelqu'un. Pas à mon père, forcément, mais peut-être à mes enfants. Et puis malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Mon père n'est plus, mais le film existe encore. Et cette complicité de ce moment-là, elle restera après moi. Et ça, je trouve que c'est magique au cinéma. Et par contre, coup de bol incroyable, c'est que le réalisateur de ce film, c'est un très grand réalisateur. Tout jeune, c'est Laurent Cantet. Et évidemment, qui a fini par avoir la Palme d'Or à Cannes. Ouais, entre les murs. Et qui me repère donc sur ce casting, avec qui je fais ce court-métrage et qui ensuite me propose un téléfilm Arte qui fait que j'arrête mes études de droit. Et derrière, un autre téléfilm Arte qui devient un film de cinéma et qui est ressources humaines et qui me lance comme acteur de cinéma où d'un seul coup j'ai des fiches de paye, acteur, je suis plus étudiant, j'ai mes heures et j'ai un César. Ah ouais, voilà, c'est ça, parce que non, mais j'allais vous dire, oui, il y a le papier, il y a les chiffres, mais il y a la. Ouais, c'est super, enfin, c'est improbable. Complètement fou. Elle est où cette statue? Elle est toujours avec moi, elle a été longtemps chez mes parents, je crois. J'ai récupéré maintenant, elle est dans mon salon. Discrètement, elle n'est pas. Et vous attendez à ça quand vous faites ce film? Impossible de se dire qu'on va être là sur la scène. Ah ouais, et puis surtout que c'est un tout petit film qu'on tourne avec que des acteurs non professionnels. Enfin, on n'en attend rien, mais sauf de faire un beau film auquel on croit. Mais je suis un peu inconscient, tu vois. Je suis tout jeune, je ne me rends pas compte, tu vois. Je fais ce truc. Et en fait, je commence à me rendre compte qu'on a fait un film peut-être important, en tout cas à l'époque. Parce qu'on présente la première fois le film en Espagne au Festival de San Sébastien. Ouais. Et qu'en fait, il y a une standing ovation en Espagne et qu'avant c'était la première fois qu'on présentait le film, qu'on le projetait. Et avec Laurent, on se dit, c'est un film qui parle des 35 heures, c'est hyper technique, c'est un film social, politique français. Les Espagnols, ça va. Ouais, ils s'en foutent. Ça va pas comprendre. Ça peut-être même pas, ils vont peut-être même pas comprendre effectivement. En fait, standing ovation, des gens en larmes. Donc là, je me dis, ouais, c'est peut-être un film intéressant. Vous êtes monté sur scène pour prendre le César. Vous êtes resté très peu de temps. Est-ce que vous vous souvenez de la dernière phrase que vous avez dit? Je pense que c'était pour toi, papa. Non, j'espère que papa sera fier du fiston. Ouais, je me souviens. Ouais. Je me souviens, en fait, je suis pris d'une émotion. Vous êtes resté 40 secondes, quoi. Ouais, parce que maintenant, ça dure une plombe. Hein. Il faut monter la musique pour que les gens s'en aillent. Je n'ai pas revu le truc, mais je me souviens que j'avais remercié mon père. Mais j'ai eu peur, quoi. J'ai eu vraiment peur. Moi, réciter un poème devant des gens, à la base, ça me terrorisait. Donc, me retrouver d'un seul coup devant ce parterre de gens de cinéma.
Bon, tant mieux si j'ai. Qu'est-ce que vous vous dites? Parce que votre père n'a jamais eu, peut-être sciemment, si... Je me dis, putain, j'ai tué le père pour de vrai, quoi. Ouais, mais très vite, quoi. Ouais, y a un truc comme ça, c'est violent, quoi. Ouais, c'est oedipien, quoi, de se retrouver finalement à faire le métier de son père et en plus d'être reconnu très jeune. Alors, comme jeune premier, attention, j'ai pas prétention d'être un immense acteur, mais en tout cas, j'ai eu cette espèce de chance d'être reconnu très jeune. Et c'est vrai que ça pose question, quoi. C'est ça, c'est injuste. Mais j'ai des parents très sains, très aimants, donc ils étaient juste fiers, ils étaient même très très fiers. Vous êtes assez vite catalogué, je ne sais pas si on peut mettre ce mot-là, comme un acteur de film d'auteur. Ouais, Comment ça se décide, ça? Est-ce que ça se décide d'ailleurs ou pas? Ou vous auriez pu faire de la comédie J'ai essayé, hein, je ne suis pas hyper doué en comédie, je dois dire. Ah ouais? Je crois pas. Ouais, on est vite catalogué, on est vite catalogué dans la mesure où je travaille avec des gens qui font un film et d'un seul coup, on va te proposer pendant 2-3 ans le même genre de film, voire le même genre de rôle, à tort. Mais en même temps, je suis content parce que j'ai eu la chance très jeune de travailler avec des gens qui avaient vachement de talent. Que ce soit Kanté, que ce soit Beauvois, René, Guédiguian, c'est des réalisateurs qui sont tous très différents et tous très talentueux et pas du tout cyniques, qui étaient des puristes. Donc non, je mesure ma chance. Merci Donc beaucoup. c'est plutôt une fierté, ouais, je suis Bah content. ouais. Moi je suis... Merci madame. Merci beaucoup. Merci. Je suis plutôt hyper content c'est-à-dire que je me suis toujours dit, bon, si ça s'arrête acteur, au moins j'aurais fait des bons films. Ouais. Donc ils sont faits, ils restent. Et vous vous dites toujours que ça peut s'arrêter? Ouais. Arrête tout le temps. Ouais. Et encore aujourd'hui? Ouais. Acteur, oui. Mais je le fais moins quand même de fait. Pas mal. Ah ouais. Il n'y a rien de plus bête, mais c'est bon. Ouais. Simplicity, The Keynote of Elegance. J'aime bien les trucs simples, donc combat. Alors justement, acteur et assez vite, vous avez envie de passer derrière la caméra? Ouais. Ouais. Comment jeune, on peut aller voir des gens et leur dire, moi, j'ai, je sais pas, 25 ans, mais je veux faire mon premier film là. Et puis vous allez me faire confiance et vous allez me donner de l'argent et je vous assure que ça va marcher. Très jeune, très vite, je me suis dit, ok, être acteur, c'est une condition de vie qui me sied pas forcément. Ouais. J'avais vraiment ce sentiment d'avoir les pieds dans le vide, d'être tributaire, c'est bateau de dire ça, mais du désir des autres, des effets de mode, un coup tu plais, un coup tu plais pas, et de pas savoir ce que tu vas faire dans 6 mois, ça m'effrayait, quoi. Et puis à l'époque, je suis un peu coloc avec un jeune acteur qui est mort, qui était extrêmement talentueux, qui s'appelait Yamin Belmadi. Et on n'avait pas de thunes du tout, quoi. On habitait au cœur de la Goutte d'Or. Ça, c'est même après le César et tout? Ouais, c'est après. Ah ouais. Et Yamin, c'était un sublime acteur. Et c'était aussi un très très bon voleur. Donc quand il allait faire des castings, souvent il chourait des trucs dans les boîtes de prod. Donc mon premier laptop, c'était un laptop d'une boîte de prod et un jour il est revenu avec une caméra numérique. Une PD150 Sony. À l'époque c'était le top, avec un micro directionnel. Et donc je me dis, on peut faire un film avec ça. Parce qu'il y a eu le dogme, parce que d'un seul coup on pouvait tourner en numérique, c'était tout nouveau. Et donc du coup j'ai écrit sur un coin de table un truc sur 3 pages avec Yamin comme rôle principal et un autre pote. Et on est parti en Hollande faire un film sur le week-end de Parisiens qui partent à Amsterdam, quoi. En gros, complètement en impro. J'avais un pote qui faisait la Fémis en son.
que j'avais croisé sur un court-métrage. L'école de cinéma, la Je lui dis, Fémis, vas-y, viens, école de cinéma, viens. Et puis j'avais 10 000 francs, je crois, à l'époque, de côté. Je les ai mis dedans, dans le voyage. Et puis on a tourné complètement en impro le truc. Sur 3 pages, j'avais un petit synopsis, quoi. Et l'ingénieur du son me disait tout le temps, mais c'est pas comme ça qu'on fait un film, il faut faire des gros plans, il faut faire ci, il faut faire ça. Et moi, je savais pas, toi, tourner à la wild et tout. Et en fait, le truc était cool. Après, j'ai été dans une petite boîte de prod chez un pote à Montreuil. On a monté le truc pendant 6 mois. Tu vois. Et puis, ça donnait mon premier court-métrage. Mais en fait, c'était juste que je me suis dit, entre 2 tournages, je me faisais chier, je savais pas quoi faire. Et puis, j'ai comblé cette espèce de flip d'être les bras croisés, ballants, à attendre que le téléphone sonne, quoi. Et j'avais envie de faire un truc. Et puis de filmer mes potes. Ouais. C'était cool. Et puis ça m'a plu d'organiser tout ça, de raconter une histoire, d'être derrière, en fait. Ça m'allait bien. Premier film, long métrage, 24 mesures. Ouais. Combien d'entrées? 13 000 entrées, je crois. La critique? Écoute, on fait le festival de Venise. Ouais. C'est cool. Je crois qu'on fait la dernière couve de Libé. Je fais une photo dessus, interview et tout. Après, moi, j'ai jamais lu la presse critique. Ni pour mes films, ni pour les autres. C'est vrai? Ouais, jamais. C'est un truc que je m'interdis. Et pourquoi? Pour les mains, ça me fait souffrir. Déjà, parce que même si ça a des bonnes critiques, il suffit de un mauvais papier. Moi, je retiendrai que ça, donc ça va me rendre malade. Et ça me donne ni envie. Moi, j'ai envie de voir des films a priori sur ce que je vois en bande-annonce, sur la perception que j'ai des films précédents, du metteur en scène, de la metteuse en scène. Mais je me fie vraiment à mon instinct. Donc vous avez un rejet de la critique, quoi. Est-ce que c'est des ennemis? C'est pas un rejet, c'est pas des ennemis. C'est juste. J'aime bien avoir en fait un regard vraiment. Et des fois, je trouve ça m'arrive d'entendre des critiques, de lire des trucs et de trouver ça hyper intéressant, et même intéressant d'avoir des gens qui ont des avis différents, qui te plaisent, qui te correspondent ou pas d'ailleurs, ou qui ont une analyse qui t'éclaire même sur des films où toi t'as pas vu certaines choses. Mais en tant que spectateur, et quand je fais un film, je me positionne souvent en tant que premier spectateur. Je filme des choses qui. Bah oui, bien sûr. Tu vois, moi, d'un seul coup, je suis fasciné de voir mes acteurs jouer, voir un plan. Je suis super content de faire le plan, que ça marche, etc. J'ai pas besoin de lire. J'ai pas envie en fait qu'on me dise a priori ce que je vais voir. Donc non, jamais vraiment. C'est pas ma culture en fait. Deuxième film, Ouais. Des vents contraires. Oui. Combien d'entrées? Bon, je sais plus. 300 000. Ouais, là, c'est bien. Ça a bien marché, ouais. La critique, vous savez pas? Ok, assez ok, moyenne, ok. Non, je ne me rappelle plus. Bon, il arrive le troisième film, Ouais. Yves Saint-Laurent, c'est ça? Yves Saint-Laurent. Ouais. Là, ça fait un buzz immense. Ouais, ça a marché, ouais, c'est dingue. Là, c'est quoi, 1 600 000, j'ai vu, je crois. Ouais, je crois, près de 2, on finit presque à 2 millions, effectivement. Il y a une histoire incroyable autour de ce film. Il y a le film en tant que tel, Ouais. il y a l'environnement. Déjà, qui a l'idée de faire un film sur Yves Saint-Laurent? C'est vous? C'est moi. Ok, j'ai envie de faire un biopic sur ce gars. Sur cette star, sur cette légende, cette icône. Non, ça n'est pas passé comme ça. Ouais. Moi, j'ai toujours envie de faire plein de choses. Ok. C'est pour ça d'ailleurs que maintenant, ces dernières années, je me suis vachement concentré sur de la coproduction. De développer le film de Céline Salette sur Niki de Saint-Phal, sur le film de Charlotte Lebon, là, le film de Salim Kéchouche en ce moment. Parce que, en fait, j'aime bien faire des choses différentes, j'aime bien aborder des sujets différents et j'aime bien avoir plein de. Voilà, j'ai plein d'envies. Ouais, ouais. Donc en gros, à l'époque, j'ai envie de faire une histoire d'amour. Je me dis, je cherche un sujet pour une histoire d'amour. Et j'ai envie de faire un film très français, mais d'une grande histoire française. Qui rayonne, qui a du souffle. Et donc c'est vraiment, pour moi, même deux
propositions distinctes. Donc là, ça veut dire qu'il faut réfléchir à un grand couple français. Donc vous dites quoi? Ben, Pierre et Marie Curie. Non. Je veux faire un film qui est une histoire d'amour au départ. Je commence à gratter une histoire d'amour. Ouais. Je cherche un sujet pour faire un autre film. Ah oui, d'accord. Je C'est me deux dis, films tiens, différents. c'est quoi les sujets français Quel est le Jeanne d'Arc, la Révolution française. Ou alors je me dis, c'est quoi la France? Qu'est-ce qui Seconde Guerre mondiale. rayonne? La je cuisine. comprends. Putain, d'un seul coup, je pense à la mode. Je me dis, ouais, la mode, c'est quand même très français. Et puis, et en plus, à cette époque, j'ai pas mal de potes qui bossent dans la mode. Donc, quand on est parisien, là, en ce moment, on est en pleine Fashion Week d'ailleurs. Je sors de l'expo Rico Owens, tu vois, invité par des potes de la mode, etc. Ok. Moi, voilà, donc je connais des gens dans la mode et je me dis, qu'est-ce qu'il y a dans la mode en même temps, et donc je me dis, bah, il y a Yves Saint Laurent quand même. Je commence à lire des trucs sur Yves Saint Laurent et puis je tombe surtout sur un documentaire qui s'appelle L'amour fou de Pierre Torreton. Et je découvre le couple Berger-Saint Laurent qui me touche énormément. Et je me dis, bah voilà, là, on arrive un peu au confluent de mes deux sujets. Donc, en fait, c'est ça que je veux faire. Et voilà, et du coup, je connais pas du tout à l'époque Pierre Berger, mais je me dis, bon, bah il y en a un qui est encore vivant, c'est Pierre Berger. Donc je le vois. Faut que je rencontre le mec. Et à l'époque, on me dit, donc j'essaie d'avoir ses coordonnées dans Paris. Les gens me disent, le mec est hyper dur, il va t'envoyer balader, il va t'envoyer chier. Vraiment, n'y va pas, tu vas te faire bien accueillir, etc. Et je sais plus par quel truchement, j'arrive finalement par un producteur qui m'en présente un autre. Et en fait, Pierre Berger avait investi dans les films de Pierre, qui est une boîte de production. Et par ce biais-là, je le rencontre. Et en fait, j'y vais vraiment la fleur au fusil. C'est-à-dire, pas du tout en me disant Pierre Berger va me terroriser, parce qu'il était impressionnant en fait, et intellectuellement, la stature du mec. Mais moi, je suis pas dans la mode, je m'en fous en fait. Non, j'y vais, je me dis, le mec va me dire. Un être humain. Non, puis je me dis, le mec va me dire non. Donc j'y vais, comme on se voit là, tu vois. Et en gros, je lui ai dit, écoutez, voilà, moi. Donc j'avais évidemment lu sur eux deux, etc. Mais moi, ce qui me touche dans votre couple, en fait, c'est pour ça que je vous racontais cette histoire d'amour, c'est que vous venez tous les deux de milieux extrêmement modestes. Pierre Berger, c'est un fils de fonctionnaire de La Rochelle qui a fait de la maison de correction aux gamins. Yves Saint Laurent, c'est un pied noir d'Oran qui monte à Paris parce qu'il a du talent et qu'il bosse, il est repéré par Christian Dior. Et vous allez vous rencontrer, il va y avoir une histoire d'amour incroyable entre vous et vous allez conquérir le monde. Mais c'est pas une ambition juste financière ou de business, c'est à travers la création. Et ça me touche. Et je dis, moi, je viens d'un milieu aussi modeste. Et un de mes livres de chevet ado, c'était Martin Eden. Et je ne sais pas encore le film que je veux faire, mais je peux vous dire que entre votre histoire, Martin Eden, voilà, il y a un truc qui me. Et sur ça, en fait, on n'a parlé que de Martin Eden, de Jack London. Et il me dit, vous avez tout compris, banco. Vous avez tout, je vous ouvre la fondation. Et il a été incroyable là-dessus. Il m'a vraiment fait confiance en 10 minutes. On y va et vous continuez à me parler du film dans la voiture. J'aurais bien aimé y aller à pied, mais avec la pluie qu'il y a, on va galérer. Ouais, on va prendre la voiture. Allez, feu. Je crois que c'est par ici qu'on va régler. On va passer par là.
Où est-ce qu'on vous règle? Où est-ce qu'on vous règle? Non, ça va aller. Ah, vous partez déjà? Bah oui, on file. On a un troisième lieu, nous, allez. Ah bon? Ah, ok. Bon, ça va? Ouais, très bien. Très bien, merci, Merci beaucoup. Hein. Vous nous invitez alors? Ouais, bien sûr. Ah bon, bah, c'est très Ouais, gentil. c'est adorable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Désolé, cherchez votre prénom, votre nom. L'espère. Voilà. Si c'est Esther, non, c'est Esther. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Le drame de ma vie. Hein. De quoi? Oui. Bien sûr. Bah là, sur le pied de cochon. Ouais, je dis, on est appuyé. Quand il y a ma place. Tu as bien aimé ressources humaines. Ah, c'est adorable. C'est gentil. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Bon appétit, les mecs. Merci. Ah, on signe encore des autographes. Je croyais qu'on faisait plus que des selfies maintenant. Ah, je suis un ancien, mec. Attendez, on va attendre. Tenez, hop, en Merci. attendant. Bon, et alors, En Louis. toute discrétion. Ouais. Alors, lui, je sais pas comment l'ouvrir. Je crois que la voiture arrive. Vas-y. Comment vous apprenez qu'il y a un autre film qui est en train de se monter au même moment? Un autre film sur le même sujet. Ouais, sur Yves bah, Saint-Laurent. en cherchant un scénariste, en fait. Tout simplement. À l'époque, je me dis que je vais. En fait, j'ai vu Le Discours d'un roi. Ouais. Avec Colin Euh, Firth. Exactement. Et je me dis en. Bah, pourquoi pas rencontrer le scénariste du Discours d'un roi parce que cette écriture anglo-saxonne sur un film d'une telle dimension. Enfin voilà, je rêve de bosser avec ce mec-là, quoi. Ouais. Et qui m'ont. Hop, je monte en premier. Pardon, Ouais. Grégory. Et voilà. Alors tu veux. Du coup, on se met comme ça, c'est Ouais, mieux pour toi. mais- Est-ce que tu te remontes ça? Non, il va poser la caméra dessus. Ah, bien joué, pardon. Ah. C'est rodé. Hein. Vous avez Putain, un peu d'eau kiff. sur la gauche si vous voulez. Ouais, donc du coup, je veux rencontrer le scénariste du Discours d'un roi. J'avais vachement aimé. Et en fait, en allant à Londres, rendez-vous avec son agent. De toute façon, le mec n'était pas dispo pour le coup. Il était pris sur des années, le mec. Tu vois, je tente le coup quand même. Et en revenant, bah, j'apprends qu'il y a un autre projet, en gros, pour la faire courte. Appelle, on me dit, mon agent de l'époque, me dit, écoute, j'avais lancé aussi une demande sur un Mais autre- là, le projet est déjà lancé pour vous? Ah ouais, bien ouais, lancé, déjà, voilà. et annoncé. Et annonce. Et l'autre? Et annoncé. Ah ouais. Et là, Et- c'est les boules ou c'est un. Ouais, Est-ce qu'il y a un coup de colère quand même sur le coup là? Ouais, un peu d'incompréhension sur le coup, de pas être, en fait, de pas, qu'on m'en ait pas parlé, que je la prenne comme ça. Ouais, j'étais un peu surpris, mais après, Mais honnêtement, Ah, toute après, la bon. période où ça se fait, je me souviens pas bien, mais c'était dur, non? J'imagine. Là, c'est un affrontement complètement entre les deux équipes, les deux. ouais, c'est un peu compétitif, ouais, quand même. Ouais. Mais au final, je pense que tu vois, c'est des sujets qui méritent plusieurs films, en vrai. Il peut y en avoir d'autres. Mais pourquoi à ce moment-là, deux personnes veulent faire un film? Bah, je sais pas, à l'ère du temps, tu vois, je sais pas. Vous êtes reparlé avec Bonello ou pas? Ouais, bien sûr. Ouais. Qui faisait lui Saint-Laurent. Ouais. Ouais, on se reparlait, bien sûr. Mais on se connaissait d'avant. Moi, j'avais bossé. Sa femme était ma honnêtement, chef-op est-ce sur qu'on le film. s'appelle, on s'insulte, enfin ça en est là ou pas? Faut pas déconner quand même. Non, ça va. Non, Non, vous avez, non, vous avez l'air en de plus- me dire un nom, mais en fait, si. Non, non, mais on en a reparlé. Mais moi, je pense que ça a été une chance pour les deux films en vrai. On s'est fait. C'est que des films au final, tu vois. On s'est fait plus Oui. de. Oui, mais est-ce que vous On avez s'est peur fait que plus les de films mourons se qu'autre chose. sabordent, l'un Ouais, l'autre? bien sûr. Ouais. Bah, évidemment, quand ça arrive, sur le coup, tout le monde est un peu en vent de panique. Et puis, en fait, dans ces moments-là, moi, je sais pas, je préconise de rester calme. Ouais. Chacun fait ce qu'il a à faire. Et puis voilà, tu vois, c'est que Ouais. des films. Je vous crois pas trop sur le coup. Mais... Bah, je vous jure que c'est vrai. Bah, fais pas. Non, mais ça par exemple, ça sur les reste- acteurs, est-ce qu'ils ont une pression à dire faut que je sois le meilleur, faut que je fasse le meilleur film? Non, Ouais. très honnêtement, nous à l'époque, on est vraiment concentré sur notre film et moi je suis
Ça, c'est plus au moment du financement, si tu veux, où tu flippes, etc. Mais au moment de tourner, tu tournes, tu fais le film que tu as à faire. Tu penses pas à ce que fait le voisin, tu vois. Je veux dire. Et franchement, tu lui souhaites de faire le meilleur film possible et que toi, tu puisses faire le meilleur film possible. Et basta. En tout cas, moi, je suis comme ça. Non, je te jure. Bah, qu'est-ce que tu veux faire en tout cas, à un moment donné, moi, je suis dans. Il n'y a plus rien à faire, mais vous pourriez me dire, putain, je les déteste, ces enfoirés. Non. J'ai pas de temps à perdre sur ce genre de truc. Parce qu'après, au César, par exemple, qui suivent, vous êtes en compétition. Il y a Uliel contre Niné, côte à côte. Les pauvres. Bah, en vrai, Pierre avait tout dit, tu vois. Il a reçu son prix, un discours magnifique. Il rend hommage au travail de Gaspard qui était magnifique dans le film de Bertrand. J'ai regardé votre discours avec ça, lui, ça a duré 4 minutes 30 et vous, 40 secondes. Il y en a un qui était mieux formé que l'autre. On a à peu près le même âge en plus. Ouais. Mais Pierre, il est aujourd'hui, il est méga connu, etc. Mais à l'époque, c'est vrai qu'il est déjà impressionnant de travail, d'intelligence et de talent. Donc moi, je savais que le mec, il allait aller. Bon, alors, il y a cette histoire sur le Saint-Laurent, mais ce qui est fou, c'est que vous avez failli vous remettre, peut-être d'ailleurs vous y êtes, vous allez me dire, dans la même histoire avec Johnny. Ah, écoutez. Alors, est-ce que vous allez faire le biopic sur Johnny? Je ne sais pas. Vous ne pouvez pas le dire. Non, il y en a un qui est en train de se faire avec Cédric Jiménez là, et Raphaël Quenard. Ouais. Bah, moi, je sais pas, c'est un projet auquel je tiens, mais j'en ai. En fait, encore une fois, moi, des projets, je suis obligé d'en avoir plusieurs parce que malheureusement, il y en a peu qui aboutissent. C'est que c'est compliqué de faire un film, d'aller au bout d'un film. Ouais. C'est déjà un petit miracle que le film se fasse. Donc ça fait partie des projets auxquels je tiens, bien sûr. C'est dans ce cadre que vous avez rencontré Laetitia Hallyday. Et moi, j'ai dit que vous avez vécu une histoire ensemble qui a été très médiatisée. Est-ce que vous aimez ça, le côté people? Non, pas spécialement. Ah, mais vous prenez des décisions, par exemple, de faire la une de Paris Match ou des choses comme ça. Comment ça se décide? Quand on vient de là où vous venez, j'imagine que c'est des choses qui sont... Ouais, moi je suis je m'adapte aussi aux circonstances. Encore une fois, moi je suis pas du tout snob. J'ai pas ce truc à me dire, peut-être à tort, hein, mais je suis très, je vis les choses au moment où j'ai envie de les vivre et j'ai toujours été très libre. J'arrive pas à tricher, quoi. Ouais. Donc voilà, je vis ce que j'ai à vivre à chaque fois. Et l'exposition de sa vie privée, comment vous le vivez? Parce qu'il y a des acteurs. Ma vie privée, on la connaît pas trop en vrai. Si, plus que d'autres. Bah quoi? On sait que vous avez été avec des femmes connues, donc forcément. Quelles femmes connues? Laetitia Hallyday, Sonia Roland, je veux dire, c'est des femmes connues. Ah oui, Sonia, oui. Sonia, je suis resté 10 ans, on a une fille. Ouais. Et justement, ce rapport à la. Non, c'est la vie. Si tu rencontres des. J'ai 2 autres enfants avec une autre femme qui l'est pas. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est aussi un truc presque de milieu, quoi, où tu vois, des gens se rencontrent au travail, par exemple. C'est quand même beaucoup de gens qui se rencontrent au travail. Ouais. Donc c'est un peu la même chose, quoi. Non, j'ai pas du tout. Au contraire, même au contraire, je suis plutôt dans tendance discrète et c'est pas rebond, je dirais. D'ailleurs, tu vois, le mec, on est sorti du resto, il me dit comment vous vous appelez, c'est quoi votre nom? Moi, c'est plutôt ça. Et ça me va très bien, et c'est pour ça que je suis très content. Moi, je prends le métro, les gens m'emmerdent pas, enfin, ils me reconnaissent pas. Je fais des films, je suis caché derrière. Là, mes questions, je sens qu'il y a un petit. Ça peut gêner. Non, mais c'est vrai que je parle peu de choses personnelles en vrai. Ouais. Oui, mais en même temps, c'est paradoxal. Vous me dites ça, mais vous faites la une de Paris Match. Vous pouvez pas me dire, je parle pas peu de choses personnelles, vous voyez. C'est parfois un peu contradictoire. Ouais, je me souviens pas de cette une, mais encore une fois, c'est beaucoup par rebond. Tu vois, on va pas me faire faire une pour moi. Demain, voilà. Donc, à un moment donné dans ma vie, ça m'est arrivé de faire des unes. Ouais. Et d'être une personnalité publique, faut pas non plus, faut aussi l'assumer. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est pas un truc que je cherche. Voilà.
Ouais. Et j'ai vu que Laetitia Hallyday avait fait un petit mot pour vous encourager pour le Dakar. Ah bah on a de bons rapports, ouais, bien sûr. Parce qu'elle, elle s'est exprimée sur votre relation, mais pas vous. Alors je me suis dit que Ah ok. j'allais vous poser les questions, mais vous Ah, parlez mais pas de je- votre vie privée alors. Alors donc on est au Max Linder. Ouais, on est au Max Linder. J'ai vu que c'était un cinéma dans une interview qui vous plaisait. Ouais, c'est une super projection Max Linder. La salle est géniale. Ah vous êtes déjà... Non, je suis jamais allé. Ah il faut y aller. Mais c'est pour ça qu'on y va maintenant. Mais vous voulez rentrer dedans? Eh, Vous avez- venez, on a le vous droit. avez- ah ouais. Bonjour. Par où est-ce qu'on peut rentrer? Bah, normalement, là, t'as soit le balcon, Ouais. soit l'orchestre. Alors vous préférez le Bah, je pense que pour les images, le balcon, c'est cool, mais ils On savent peut combien? faire Oui, oui, ils savent. Ah, d'accord. C'est cool. Enfin, j'ai vu Kanye West ici, C'est vrai? qui présentait des clips qu'il avait réalisés. Bonsoir. Bonsoir. Vous Bonsoir. êtes au courant qu'on doit venir tourner normalement? Oui, peut-être. Ah non, vous n'êtes pas au courant? C'est quoi? C'est un tournage pour le Figaro la nuit. Vous avez vu avec Willy? Oui, exactement. Ok, d'accord. Voilà. Et vous tournez jusqu'à quelle heure? Et ben encore un petit quart d'heure. Mais la salle, elle est vide. Ouais, normalement le film vient de se terminer. On m'a dit à moins C'est moins génial quart. de fin, là. Ouais, bah parfait. On va attendre peut-être la fin du générique. quoi. Ouais, la fin du générique. Bah, on va jeter un œil. Merci beaucoup. Bah, je pensais que vous étiez au courant. Ouais, c'est un plaisir. Ah, bon, bah, c'est parfait. Merci beaucoup. Ah, oui, vous avez vu Kenny West? Bah, maintenant, c'est pas forcément très bien vu de dire qu'on connaît Ouais, Kenny non, non, West. et puis justement, j'avais trouvé son clip complètement mégalo. Le mec avait fait un discours lunaire où Enfin, et j'ai eu un fou rire en fait. Et je me rappelle qu'il y avait un mec qui avait écrit dans un canard que je ricanais derrière et tout. Et j'étais atterré, je me disais, les gens, bon, il a un talent indéniable, mais je sais pas, il y avait une espèce de folie autour. Je trouvais un peu ridicule, à vrai dire. Je parle pas musicalement, Ouais. mais sur le personnage, quoi. Et puis bah, finalement, Ouais, ça tourne mal. Mezzanine? mais il était déjà un peu allumé, en effet. Ouais. Vous avez aimé? Oui. Ah, elle est cool cette salle. Ah, elle est belle. Ah ouais, c'est vrai que. C'est coolos, ça. Alors là, dans une salle comme ça, vous vous mettez où? Non. Ah ouais, Là, c'est quand même canon ici. Ah, Ça m'est arrivé de me mettre là et là. Là-haut, jamais. Mais là, C'est- ici, j'avoue que c'est Ah, un par gros contre, kiff, quoi. Et puis là, tu peux étendre tes jambes. Moi, je vais me mettre derrière parce que sinon, Romain va pas pouvoir vous filmer. Ah, mais là, on peut étendre les jambes. C'est clair. Pourquoi vous avez décidé là que le Dakar soit au cinéma? Parce que maintenant, ils font un peu des sorties événementielles. Ouais. Que je trouvais que les images étaient quand même assez belles aussi. Tu as un peu envie de voir du désert comme ça, et qu'on jouait sur le contraste de films très intimes et des décors immenses. Donc voilà, depuis le départ, l'idée c'était que ça puisse aussi être vu un peu au cinéma. Qui décide fondamentalement de ça? Parce que j'imagine que c'est typiquement le genre de film qui peut intéresser une plateforme. Bah, ça s'est fait assez vite, ça s'est pensé comme ça. Moi déjà, il a fallu que j'aille là-bas voir si j'avais envie d'en faire un film. Après, il a fallu le financer et les producteurs avaient envie qu'il soit à la fois vu, évidemment, alors ça va être sur Canal+, mais aussi voilà, qu'on puisse faire des projections. Bon, après, c'est pas les enjeux d'un film de cinéma classique avec une sortie classique. Donc moi, j'ai pas d'enjeu de sortie de salle, tu vois. Et ça, c'est d'ailleurs très reposant.
Parce qu'on parlait tout à l'heure des entrées où tu es là le mercredi en flip. Généralement, le mercredi soir, il faut savoir que la plupart des films ne marchent pas comme on voudrait. Et que c'est hyper violent pour nous de sortir un film, 2-3 ans de travail. Donc là, au moins, il n'y avait pas cette pression de la sortie. Vous avez tourné des docs pour les plateformes, pour Netflix, Ouais. mais vous êtes hyper attaché à la salle de cinéma, vous me l'avez dit. Comment on peut réussir à sauver la salle de cinéma et en même temps faire du Netflix et du Prime et autre chose? Est-ce qu'on peut trouver un équilibre et est-ce que finalement Prime et Netflix vont finir par sauver le cinéma ou vont finir par le tuer? Ah bah, ils le produisent aussi maintenant, hein. Ouais. Et même en France. Donc tu sais, la télé produit le cinéma en France. Ouais, Canal notamment. Canal, France Télé, TF1, les chaînes hertziennes produisent aussi, mettent beaucoup d'argent. Et c'est ce qui a sauvé dans le cinéma aussi. Ouais. C'est qu'ils sont dans l'obligation de le faire. Donc c'est un jeu d'équilibre avec tous les acteurs, tous ces acteurs-là pour faire exister le film aussi en salle. Après, en France, les gens vont en salle. On a cette chance-là. Il y a beaucoup de cinéma et le public français aime le cinéma. Il y va vraiment. C'est une sortie importante pour beaucoup de gens. Mais au même titre, d'ailleurs que je pense le théâtre, je ne connais pas les chiffres, mais moi, le théâtre, je suis toujours. Ou l'opéra, enfin, c'est génial, quoi. Quand tu vois les salles pleines à craquer, les spectacles incroyables que tu peux voir en France, en Europe, enfin, moi, à chaque fois que je vais au théâtre, je sais pas, le ciné, c'est différent, mais le rapport de public qui communie quand même avec soit un concert, une pièce de théâtre ou même un film, il y a quand même quelque chose qui reste qui est fantastique. Donc non, et puis les films passent sur les plateformes, donc non, j'ai aucun scrupule à travailler pour Netflix ou Canal+, ou non, et puis je trouve qu'il y a des programmes formidables aussi. Il y a une grande révolution dans le cinéma après MeToo. Et là, je vous ai sous la main, vous êtes un réalisateur, et je ne sais plus à quel acteur l'autre fois se demandait, et je me pose des questions sur les coordinateurs d'intimité. Vous avez ça, vous, dans vos films? Ouais, j'ai fait un film américain, pour la première fois, j'ai eu ça. Un film... et je trouvais ça très bien, parce que il y avait une scène assez... enfin, une scène intime. Et entre le coordinateur, le réalisateur et les acteurs, on a pu vraiment échanger sur la scène à jouer. Donc c'est un peu ridicule, on arrivait un peu tous comme un cours de yoga, tu vois. Je dirais, bon, si je mets la main là, est-ce que ça te dérange? Et si je fais ça? Et là, le réalisateur dit, il serait bien de faire ça, vous embrasser comme ça. Et vraiment, tu vois, tu t'établis une sorte de mécanique, tu vois, très précise de ce que tu dois faire. Mais surtout, moi, c'était la première fois où j'ai pu dire à un réalisateur, ça, je me sens pas de le faire. Et en plus, c'est des anglo-saxons. Les anglo-saxons, ils ont un rapport très différent au corps et à l'intimité. Où tu verbalises beaucoup plus les choses. Enfin, c'est plus protestant, quoi. C'est plus rationalisé que les latins, tu vois. Plus, Et là, d'un coup, tu peux dire à un réalisateur, bah ça, je me sens pas de le faire. Et te dire, bah non, il faut. Le mec discute et te dit, ouais, mais pour le personnage, ce serait peut-être bien. Mais je comprends que c'est tes limites. Tu vois, il accepte les limites de l'autre. Mais est-ce que ça peut être une critique, bloquer l'action, bloquer, je veux dire, quand vous jouez, vous faites remonter des choses du fond de vous-même, parfois on peut crier, là, ça empêche l'instinct de surgir ou non? Bah, la fiction, en particulier, et j'allais dire presque même le documentaire, ou en tout cas pour moi l'art en général, il faut que tu acceptes la contrainte. Ouais. Sans contrainte, pour moi, il n'y a pas vraiment... sur mon premier film, je fais des digressions un peu reloues, mais puisqu'on a le temps, autant y le faire.
Son premier film, il y avait un des acteurs qui faisait la musique du film qui est Archie Shepp. Archie Shepp, c'est un jazzman. Ouais. Spécialité d'Archie Shepp, c'est le freestyle, le free jazz. Et il y avait une scène d'impro avec Sami Bouajila où il pétait un câble, etc. Enfin, ça s'énervait. Et Sami, je lui demande, vas-y, impro, machin. Et Archie était tout calme, ça c'était un vieux monsieur déjà. Puis il me fait, tu sais, Jalil, nous en free jazz, on aime bien free jazz, parce qu'il trouvait qu'on criait trop, quoi. Il me dit, mais on connaît le solfège. Parce que si tu connais pas le solfège, tout le monde fait dans un trombone ou dans une trompette. Mais pour bien le faire, il faut connaître, il faut connaître ses bases et ses gammes. Et j'ai gardé ça en tête comme vraiment une belle leçon. C'est-à-dire que moi, j'appréhende toute forme de... Enfin, en tout cas, dans mon travail, c'est très important, surtout quand tu es réalisateur, d'intégrer que tu as des contraintes, plein de contraintes techniques, dramaturgiques, financières, etc. Si tu les intègres pas, tu peux rien faire. Donc, de la même manière, si tu veux, la contrainte, entre guillemets, de se dire, OK, c'est une scène intime, en fait, mais on n'est pas des objets, en fait. On a le droit aussi d'avoir des limites. Et en fait, tu travailles avec nous, on est de la matière vivante. Tu dois intégrer en tant que réalisateur, réalisatrice, cette contrainte-là. Et c'est parce que d'un seul coup, tu auras aussi ces contraintes-là et que tu les auras intégrées, tu vas aller même plus loin parce que c'est dans un cadre défini aussi que tu trouves une liberté à l'intérieur. Vous avez tourné et réalisé un film en 2016 qui s'appelait Iris, où là, il y avait des scènes chaudes. Et là, à l'époque, pas de coordinateur. Non, bah, ça n'existait pas déjà à l'époque. Ouais. Et vous vous souvenez de ces moments où bah oui, vous faites des choses et vous savez pas si ça... Ce film-là, c'était surtout hyper drôle, tu vois. C'est-à-dire que en fait, ce film, tout a été de travers. Donc là, c'était un remake d'un scénario américain qui ne s'était pas fait. Et quand j'ai écrit ce film, il l'adapte pour la France, etc. En fait, tout a été... rien ne s'est fait comme prévu. Et entre autres, je me suis retrouvé je voulais engager un acteur qui me coûtait trop cher. Et ça a fait un énorme... on a eu un énorme clash, si tu veux. Et à quelques semaines du tournage, je ne trouvais pas d'acteur pour le remplacer. Ouais. Parce qu'il y avait des scènes de bondage. Ouais. En gros, c'était un face-à-face entre deux personnages. Un good guy qui était joué par Romain Duris et un bad guy qui était un banquier d'affaires et qui était fétichiste, tendance masochiste. Ouais. C'est pour ça que je vous pose la question. Et donc, je propose le rôle à... Je ne vais pas dire les noms. Dites-moi. Non, dites-moi. Non, ça n'a pas d'intérêt, mais je propose des noms des acteurs. Personne ne veut y aller, quoi. Et je pense que le fait de jouer un mec maso et pas un sadique qui donne des fessées, en plus, les mecs, c'était genre... Non. Et alors, je leur dis, mais c'est ça qui est intéressant. Sinon, c'est pour donner des fessées. Enfin, bref. Et donc, je me retrouve et Romain me dit, vas-y, fais le rôle. Le producteur aussi, tu vois. Au bout d'un moment, je me retrouve, plus ça avance, plus je me dis, bah, je vais le faire. Et je me retrouve sur les scènes donc intimes, en plus avec Charlotte. Charlotte Lebon. Avec Charlotte Lebon. Donc en plus, c'était drôle, parce qu'on avait fait du coaching avec une spécialiste qui est adorable, d'ailleurs. On avait été voir comment ça se passe, comment on attache, etc. Mais comme à l'école, avec nos sacs à dos, on arrivait, on partait, bon, bah salut, chacun son... C'est complètement surréaliste. Mais le jour où je tourne la scène, moi, c'est la première fois, et la seule fois d'ailleurs depuis, où je tourne dans mon propre film. Et on vous dérange peut-être? On doit se barrer? On est en train de fermer. D'accord. Ok, on finit dans 3 minutes. Parfait. Merci beaucoup. Et donc, du coup, je me retrouve sur le plateau avec des techniciens avec qui je bosse. Et moi, déjà que je joue devant, ça me stresse un peu. Mais bon, voilà. Mais surtout, j'arrive encordé. C'est-à-dire que je suis en backstage, j'ai des cordes de partout, quoi. Comme ça, tout nu avec des cordes, quoi. Ouais. Et donc, j'arrive, je fais, bon, les gars... Puis moi, je suis un gros chariot, en plus. Donc d'habitude, je suis on
Tout le monde, vas-y, mets le truc. Tu parlais de technique, moi j'adore mettre des cranes, tu vois, des trucs. Et puis j'aime bien faire des vannes, quoi. J'aime bien me marrer, quoi. Mais alors là, bah, ça me dépend, donc c'est mort, quoi. Donc j'en garde un souvenir qui est plutôt un moment où on s'est vraiment marré. Et, Mais est-ce que vous auriez eu besoin, et par par exemple, contre, là, à un de moment vous- donné, Ouais. on a complètement oublié ça. Une fois, donc ce qui était drôle, c'est que moi j'étais à poil en corde, comme ça, et que j'allais vérifier les plans, comme ça, au combo. Là, c'est bien, vas-y plus serré, vas-y, j'y retourne, je m'allonge, c'était n'importe quoi. Mais voilà. Donc c'est plutôt un souvenir drôle, quoi. Allez, on va finir là-dessus. J'ai une dernière question, justement. Est-ce que vous, depuis que vous avez commencé à tourner en tant qu'acteur puis réalisateur, vous voyez une tension, et un changement déjà, et peut-être une tension sur les plateaux de ciné, parce qu'on a l'impression que le monde du cinéma est vraiment touché par ça, entre les hommes et les femmes, les actrices et les acteurs. Je vais te dire la vérité, je ne sais pas trop, parce que je me suis jamais retrouvé. En fait, non, j'ai reformulé. Déjà, je ne sais pas trop, parce que ces dernières années, j'ai plutôt fait du documentaire. Ouais. Parce que j'avais envie de sortir de cette bulle de la fiction, et que, tu le disais tout à l'heure en préambule, le monde est tellement dingue, en particulier ces dernières années, depuis le Covid, j'ai l'impression, où j'avais besoin de me ressourcer dans la réalité. Ensuite, moi, mes préoccupations ont changé, comme celles de beaucoup de gens. Et par exemple, quand je coproduis Niki de Saint-Phal, je le fais, ou même Charlotte, je le fais avec une certaine fierté et une curiosité, un appétit de voir des réalisatrices s'emparer de sujets, pas forcément que féminins, hein, mais en tout cas de s'emparer, parce que Niki était aussi une féministe dans l'âme. On a reçu Céline Salette dans l'émission, donc elle nous en Ouais. a parlé. Mais il y avait en tout cas, moi je trouve que le monde va dans... Quand je fais DSK, on s'interroge là-dessus, sur le post-MeToo. C'est quoi DSK en fait, quand on le fait, c'est 10 ans après MeToo. Donc le monde a changé. Et c'est plutôt ça que je vois. Après, tant mieux si on remet plein de choses à zéro et qu'on part sur des bases meilleures. J'espère que l'humanité en général peut aller vers le mieux. J'y crois, en tout cas, j'espère. Merci beaucoup, j'espère. Là, si on doit choisir un film, vous m'avez dit que vous ne pouviez pas avoir votre film préféré, mais on prend quoi? Là, je me ferais bien ce soir un truc après 2 heures de discussion. Je me ferais bien un bon vieux Blade Runner. Allez. Surtout là, dans ce décor déjà Ouais, gris, c'est vrai qu'on y est. sombre. Ça me fait penser un peu à ces décors de Los Angeles du premier Blade Runner, bien sombre et bien pluvieux.